chers élèves, dans le cadre d'une série de séquences de cours sur la poésie, avec comme thématique lire et écouter la poésie de la Renaissance au surréalisme, nous avons le plaisir aujourd'hui de présenter un mouvement littéraire que vous avez certainement étudié en classe de seconde, mais qui a son importance aussi bien en classe de première qu'en classe de terminale. L'objectif de ce cours est le suivant: connaître le style, les thèmes et les genres poétiques de la Renaissance pour un réinvestissement. Dans le cadre d'un commentaire de texte, vous pourriez utiliser une boîte à outils et mobiliser les connaissances littéraires pour analyser un poème. Dans le cadre de la dissertation, vous pourriez aussi puiser dans les connaissances littéraires sur la Renaissance afin de développer des arguments et des exemples. Définition de la Renaissance. La Renaissance, c'est une période de l'histoire, mais c'est aussi un mouvement artistique et culturel qui a prôné un retour aux canons artistiques et aux thèmes de l'Antiquité gréco-latine. Les poètes de la Renaissance ont appliqué une fameuse théorie, la théorie de l'imitation des anciens auteurs. On peut aussi définir la Renaissance comme la marque de la fin de l'ère médiévale, qui correspond à 1492, exactement la date de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, et le début d'une nouvelle ère. Elle se développe en France au XVIe siècle. C'est cette nouvelle ère qui justifie le titre Renaissance. Toujours dans la même définition de la Renaissance, il faut savoir que les érudits, les grands savants de cette époque, avaient l'impression de renouer avec les splendeurs de l'Antiquité, après la longue nuit du Moyen-Âge. Dès le XIVe siècle, les artistes italiens vont ramener au grand jour l'héritage de l'Antiquité gréco-romaine, notamment avec la peinture, la sculpture, l'architecture, les arts décoratifs. Et c'est dans ce contexte maintenant qu'il faut placer la Renaissance, parce qu'il y a un contexte historique. La Renaissance voit le jour en Italie, mais va se développer en France avec notamment François Ier, roi de France, qui va inviter de grands artistes peintres italiens, dont Léonard de Vinci, 1452-1519, qui est l'auteur de ce tableau célèbre que vous connaissez certainement, La Joconde. Vers 1450, Gutenberg invente l'imprimerie. Alors, c'est la diffusion des savoirs et de la culture antique, avec de grands auteurs qui vont être non seulement lus, mais qui seront aussi traduits. Voici le roi François Ier. Il est né en 1515 et il est décédé en 1547. Et c'est un roi qui va donner cette splendeur à la Renaissance, notamment quand il invite ces peintres et ces artistes italiens qui vont faire renaître l'art, la culture et la littérature. Vous avez ici le célèbre peintre Léonard de Vinci, qui est né en 1452 et qui est décédé en 1519 et qui est l'auteur d'un tableau célèbre. C'est la Joconde que vous voyez ici. Alors, quels sont les événements historiques qui ont marqué la Renaissance? D'abord, en 1539, François Ier, par l'ordonnance de Villers-Cotterêts, proclame le français comme langue officielle. Défense et illustration de la langue française, un grand texte. Un texte qui va théoriser sur le besoin, l'impérieuse nécessité de faire de la langue française la langue de la littérature et de la poésie. Et ça va être considéré, cette œuvre-là, Défense et illustration de la langue française, comme le grand manifeste de la Pléiade. Nous allons voir un peu plus tard qu'est-ce que la Pléiade. Alors, quelles sont les grandes figures de la Renaissance? On aurait pu parler des poètes de la Pléiade en premier lieu, mais il paraît nécessaire de revenir sur un homme qui a marqué la Renaissance. C'est Pétrarque. Il est né en 1304 et il est décédé en 1374. Donc il est du XIVe siècle. Mais l'œuvre de Pétrarque, notamment ses grands poèmes, vont inspirer les poètes de la Renaissance, notamment et particulièrement les poètes de la Pléiade. Alors qui est Pétrarque? Alors Pétrarque, c'est un poète et humaniste italien
Et il est l'un des pères fondateurs de la Renaissance, de cette poésie de la Renaissance et des lettres. En 1327, Pétrarque va tomber amoureux de Laure de Noves. Et il va donc faire de cette grande dame sa muse. Et Pétrarque va développer ce qu'on va appeler l'amour platonique pour cette dame du nom de Laure de Noves, qui va lui inspirer son grand recueil Casanière en 1374, un recueil de 366 poèmes, dont 317 sonnets. Alors, quelles sont les grandes figures de la Renaissance? Il faut remonter aussi à Clément Marot, 1496-1544. Et c'est l'un des poètes de la grande école lyonnaise. Au XVIe siècle, Lyon est une ville de la Renaissance, une ville de la culture, mais une ville aussi de la littérature. Alors Clément Marot va être formé à l'école des grands rhétoriqueurs et qui fait de la poésie ludique avec une grande virtuosité verbale, notamment dans son recueil célèbre, L'adolescence clémentine, qui est publié en 1538. Alors Clément Marot va être le grand praticien de l'épître, un genre littéraire en vers. Nous verrons un peu plus tard la définition de l'épître, et qui va traiter de sujets divers, littéraires, moraux, religieux, à la manière d'une lettre, avec parfois une pointe badine ou satirique. Alors, on va aussi parler, mais de Louise Labbé. Nous avons tendance très souvent à présenter la poésie avec des auteurs, sans parler de ces grandes dames, de ces poétesses qui ont aussi pratiqué la poésie. Alors, Louise Labbé est née en 1524, elle est décédée en 1566. Elle aussi, elle est poétesse de l'école lyonnaise, la grande école lyonnaise. C'est une grande femme de lettres du XVIe siècle. Alors, son œuvre qui a été publiée en 1555 est composée essentiellement d'élégies et de sonnets. Nous verrons ces deux genres poétiques que sont l'élégie et le sonnet. Louise Labbé a pratiqué le sonnet amoureux avec une grande rigueur formelle, mettant en exergue l'amour d'inspiration platonicienne. Autre figure, et très grande figure de la Renaissance, c'est Joachim du Bellay. Né en 1522, il est décédé en 1560. Et du Bellay est l'un des poètes de la Pléiade qui a donné du succès au sonnet amoureux, notamment avec son recueil L'Olive, où il reprend aussi la thématique de la poésie de Pétrarque, mais avec un style particulier, parce que l'imitation des anciens ne veut pas dire aussi absence d'originalité. Les poètes de la Pléiade vont certes imiter les grands auteurs de l'Antiquité et du Moyen-Âge, mais ils vont aussi donner donc de l'originalité à leur création poétique. Alors, en 1549, une date à retenir, Du Bellay va rédiger pour les poètes de la Pléiade et pour donc, tous les poètes de la Renaissance son grand texte Défense et illustration de la langue française. C'est un texte de théorie littéraire, mais qui est considéré comme le manifeste de la Pléiade. Et nous allons voir pourquoi ce grand texte de Du Bellay est considéré comme le manifeste de la Pléiade. Autre poète qu'il faut bien nommer, c'est Pierre de Ronsard, qui est l'un des poètes fondateurs de la Pléiade, notamment avec ses recueils Les Odes en 1550 et Les Amours en 1552. Alors Ronsard, grand poète de la Renaissance, est né en 1524 et il est décédé en 1585. Et il va donc produire une très grande œuvre qui fera de lui l'un des plus grands poètes de la Renaissance, au point qu'il a été surnommé Prince des poètes. Alors l'influence de Pétrarque revient. Voilà pourquoi, en premier lieu, on a parlé de Pétrarque. Je l'ai souligné, même si Pétrarque est du XIVe siècle, il a fortement influencé, et par ses thèmes, et par son style, les poètes de la Renaissance. Alors cette influence de Pétrarque va apparaître dans les sonnets de Pierre de Ronsard, notamment la célébration de l'amour dans les recueils, les amours de Cassandre qui paraît en 1552 et Sonnet pour Hélène qui paraît en 1578. Alors, on va parler maintenant de la Pléiade. Qu'est-ce que la Pléiade? Alors d'abord, le nom Pléiade renvoie à la mythologie aux 7 filles d'Atlas qui ont été métamorphosées en constellations, en étoiles. L'idée d'étoile renvoie à l'idée de beauté. L'idée d'étoile renvoie aussi à l'idée d'art, mais aussi à la perfection, mais aussi à cet art de la création, pour dire que ce sont de grands poètes qui vont former ce qu'on appelle la Pléiade. Mais dans un premier temps, ils vont parler de la brigade. Le nom brigade est à retenir, parce que nous allons voir maintenant que défense et illustration de la langue française, c'est une manière de défendre la langue française, de l'illustrer par la poésie, de montrer la splendeur de cette langue française qui va donc tout simplement supplanter le latin. Alors la Pléiade, c'est un groupe donc, de poètes
du XVIe siècle. Alors, quels sont ces grands poètes qui vont être considérés comme les grands poètes de ce groupe, la Pléiade? Mais nous avons Joachim du Bellay, j'en ai parlé, Pierre de Ronsard, mais aussi on a Jacques Pelletier-Dumont, on a Pontus de Thiard, Rémi Bello, Jean-Antoine de Baïf et Étienne Jodel. Voici les 7, parmi maintenant d'autres poètes, mais parmi les plus illustres, nous pouvons citer ces 7 poètes qui vont former d'abord la Brigade, mais qui va aussi par la suite devenir la Pléiade au XVIe siècle. Alors, la Pléiade, c'est tout simplement une manière de revenir sur donc, ce projet de Du Bellay quand il rédige en 1549 Défense et illustration de la langue française. Alors, qu'est-ce que Du Bellay va proposer? Autrement dit, qu'est-ce qu'il va proposer au nom de tous les poètes de la Pléiade? D'abord, il faut enrichir la langue française, c'est-à-dire que la langue française va gagner en nombre de mots, en supplément de mots, notamment avec des néologismes, notamment avec des dialectes provinciaux, avec des termes techniques, avec des mots composés. Et aujourd'hui, on voit que cette langue française, maintenant, va aussi emprunter à d'autres langues comme l'espagnol, comme l'arabe, comme l'anglais, comme l'italien. Alors, autre objectif donc, de la Pléiade, notamment avec défense et illustration de la langue française, c'est qu'il faudrait aussi enrichir le style poétique. Comment? Faire de sorte à ce que la poésie soit l'expression du beau, notamment avec des figures de rhétorique, parmi lesquelles la périphrase que vous avez certainement vu avec vos professeurs, la métaphore, la comparaison et d'autres figures de style que vous avez étudiées en classe et qui vont vous servir lorsque vous avez un commentaire de texte, mais aussi lorsque vous êtes devant l'épreuve de texte suivi de questions, l'épreuve du second groupe au bac. Mais la Pléiade aussi sera aussi cette grande école qui va faire de sorte à ce que la poésie se renouvelle. Notamment, j'ai parlé de l'inspiration divine, mais qui est alliée à un travail pour la quête du beau. Au-delà de l'inspiration divine qui est un don, le poète doit aussi travailler son style et faire de sorte à ce que la poésie soit un art du langage comme on vous l'enseigne en classe de terminale. Alors, quelles sont les formes poétiques qui vont être pratiquées par les poètes de la Pléiade? Alors, les poètes de la Pléiade vont rejeter les formes fixes médiévales, notamment le rondeau, la ballade, le virelai. Et Du Bellay pense que alors, ce sont de véritables épiceries, autrement dit, qui n'ont plus de valeur et qui vont corrompre le goût de la langue. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut de nouvelles formes poétiques. Il faut pratiquer de nouvelles formes poétiques. Et là aussi, on voit l'influence de Pétrarque, quand Pétrarque donc écrit des sonnets et qui sont repris, autrement dit, le style de ces sonnets va être repris par les poètes de la Pléiade, mais qui vont lui donner quand même une certaine teinture, disons, contemporaine de l'époque. Les poètes de la Pléiade donc vont exploiter de nouvelles formes poétiques, parmi lesquelles on peut citer deux, ici, le sonnet et l'élégie. Alors, qu'est-ce qu'un sonnet? Vous avez vu en classe avec vos professeurs que le sonnet est un genre poétique, c'est une forme poétique qui a été popularisée par Pétrarque et qui a été importée en France au début du XVIe siècle. Alors, le sonnet est un poème à forme fixe. L'expression forme fixe signifie que le sonnet est écrit avec des règles. Et l'une des premières règles du sonnet, c'est un poème qui est composé de 14 vers. Et ces vers sont soit des décasyllabes, autrement des vers de 10 syllabes, soit des alexandrins, autrement dit des vers de 12 syllabes. Donc, face à un texte poétique, on peut reconnaître facilement le sonnet. Lorsque vous voyez deux quatrains, deux tercets, et qui donc ensemble font 14 vers, il faut aussi aller vers la rime et voir que dans les quatrains, la rime elle est embrassée, ABBA, ABBA. Et que dans les tercets maintenant, les deux tercets qui forment un sixan, on a une disposition des rimes qui peut varier. Une rime plate, donc au vers 9 et au vers 10, et ensuite une rime embrassée, donc au vers 11, 12, 13 et 14. Ce qui fait qu'on peut avoir donc CC, D, EED, et ce genre de sonnet est appelé sonnet italien. On peut aussi avoir une rime plate au vers 9 et au vers 10, CC, et ensuite avoir une rime qui est croisée au vers 11, au vers 12, au vers 13 et au vers 14, ce qui fait donc CC, DE, DE. Ce genre de sonnet est appelé sonnet français. Mais voici donc d'autres formes poétiques comme l'ode. L'ode, c'est un poème lyrique, un poème donc où on développe des émotions, où les sentiments donc sont donc les thèmes majeurs de ce genre poétique.
et qui est composé de strophes généralement identiques par le nombre et la mesure des vers, et qui est consacré donc à des valeurs qui sont des valeurs importantes, religieuses notamment, et à des sentiments intimes. Dans la poésie française, l'ode donc est un poème lyrique divisé donc par strophes composées de vers de même mesure et de même nombre. Et ces strophes sont donc égales entre elles, et la première fixe la mesure des autres. On a un autre genre poétique qui a été pratiqué par les poètes de la Renaissance, c'est l'élégie. Alors l'élégie, littéralement, chant de deuil, est un poème lyrique de facture libre qui est écrit dans un style simple et qui chante les plaintes et les douleurs de l'homme, les amours contrariés, la séparation, la mort. Et l'élégie est un genre caractérisé par l'expression de la souffrance, de la mélancolie, souffrance amoureuse, souffrance liée à la perte de l'être aimé, donc liée à la mort. Quels sont les thèmes de la poésie de la Renaissance? Alors, les poètes de la Renaissance, notamment les poètes de la Pléiade, pour être beaucoup plus précis, ont abordé des thèmes divers de la poésie élégiaque. Parmi ces thèmes, la nature, un thème récurrent et qu'on retrouve dans la poésie surréaliste, dans la poésie romantique comme dans la poésie symboliste. Le lyrisme, l'amour, la mort, la fuite du temps, la satire aussi. Nous allons voir que deux figures vont nous intéresser pour illustrer ces thèmes de la poésie de la Renaissance. Nous allons parler de Ronsard, nous allons aussi parler de Du Bellay, qui vont donc tout simplement illustrer ces thèmes dont on vient de parler. Le premier thème, c'est le lyrisme, qui tient une grande place dans la poésie de la Renaissance. L'expression des émotions et des sentiments est au cœur de la poésie de Du Bellay. Et il le souligne très bien. Quand Du Bellay donc parle du bon poète, du poète modèle, il écrit dans Défense et illustration de la langue française les propos suivants. Je le cite. « Sera véritablement le poète que je cherche en notre langue qui me fera indigner, apaiser et jouir, vouloir, aimer, haïr, admirer, étonner. Bref, qui tiendra la bride de mes affections, me tournant çà et là à son plaisir. Les verbes indigner, apaiser et jouir, vouloir, aimer, haïr, admirer, étonner, me renvoient bien à des émotions. Autrement dit, pour Du Bellay, le bon poète est celui-là qui procure l'émotion forte à ses lecteurs. Autre thème que j'emprunte à Ronsard, ici, c'est le thème de l'amour. Et Ronsard va être considéré comme le poète qui a le plus parlé du thème de l'amour par excellence. Sa poésie est teintée d'épicurisme. Alors, l'épicurisme, on va en parler tout de suite. Quand Ronsard tombe amoureux de Marie et que cette dernière prend du temps à répondre à son appel, Ronsard va rappeler à la dame le carpe diem, qui signifie cueille le jour. Autrement dit, jouis du temps présent et sois le moins soucieux possible de l'avenir. Il faut profiter du temps présent parce que le temps file et le temps va nous amener à la vieillesse, le temps va nous amener à la tombe. Tant qu'on est vivant, il faut profiter donc du moment présent et avoir le moins de soucis du temps futur. Et il écrit donc ces vers qu'il adresse donc à Marie. Je le cite. « Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle, assise auprès du feu, dévidant et filant, dirait, chantant mes vers, en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. » Il incite ainsi donc Marie à répondre à cet appel. Et ainsi on voit que l'épicurisme va donc être développé par Ronsard dans beaucoup de poèmes, notamment quand il est devant ce qu'on appelle l'amour impossible. Trois femmes, c'est Marie, c'est Hélène et c'est Cassandre, et toutes les trois ont fait, donc, comme on le dit actuellement dans un terme assez familier, poireauter Ronsard, de sorte à ce que Ronsard soit dans tous ses états. Et pour convaincre ces femmes qu'il faut profiter du temps présent, il va développer ce thème qu'on appelle l'épicurisme. Nous avons le thème de la mort aussi, qui est lié à la fuite du temps. Et Ronsard aussi a abordé le thème de la mort dans Je n'ai plus que les os. Dans son recueil Dernier vers, qui paraît en 1586, lorsque Ronsard est gagné par la maladie,
il évoque l'approche de sa mort. Et on peut lire donc ces vers où donc, il se lamente de son état de maladie avancée et il sent que la mort est proche. Je le cite, « Je n'ai plus que les os, un squelette je semble, décharné, dénervé, démusclé, dépoulpé, que le trait de la mort sans pardon a frappé. Je n'ose voir mes bras que de peur je ne tremble. Adieu, chers compagnons. Adieu, mes chers amis. Je m'en vais le premier vous préparer la place. » Vous voyez ici qu'au vers 2, les mots décharné, dénervé, démusclé et dépoulpé, mais ce sont des mots qui sont inventés à partir d'une racine. Et on voit donc que c'est une manière aussi d'illustrer la langue française. On en avait parlé, que dans Défense et illustration de la langue française, Du Bellay avait demandé aux poètes de créer des mots, des néologismes, pour enrichir cette langue qui avait besoin encore d'avoir un lexique beaucoup plus élargi. Autre thème, le thème de la fuite du temps, qu'on retrouve dans la poésie du 19e siècle, notamment avec les poètes romantiques, avec les poètes symbolistes et même avec les poètes surréalistes. Cette fuite du temps est associée dans la poésie de Ronsard au caractère éphémère de la beauté. Dans Sonnet pour Hélène, il prévient Hélène, autre dame, dont il tombe amoureux contre les ravages du temps. Et Ronsard aussi, pour la convaincre de répondre à son appel, lui envoie aussi ces quelques vers. Vous serez au foyer une vie accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. On voit aussi que le carpe diem revient, c'est-à-dire cette incitation à jouir du temps présent, des bonheurs du temps présent, et d'avoir le moins de soucis possible de l'avenir. Les thèmes de la poésie de la Renaissance, parmi ces thèmes, la satire. Alors, la satire renvoie à la critique, à la dénonciation. La poésie est un moyen de poser un regard critique sur l'homme et sur la société. Et lorsque Du Bellay donc arrive en Italie et qu'il fait l'expérience donc de la vie de cour, il a observé les courtisans qui entourent les princes à Rome. Et il a vu combien ces courtisans, pour avoir des faveurs, sont prêts à se rabaisser, sont prêts donc à jouer tous les rôles possibles pour avoir les faveurs de ces princes-là. Et donc la poésie de Du Bellay, dans les Regrets, qui paraissent en 1558, va apparaître comme une poésie de la satire. Notamment, si nous apprécions ces vers donc, de Du Bellay, où il fait le portrait des courtisans romains. Je le cite, « Seigneur, je ne saurais regarder d'un bon œil ces vieux singes de cour, qui ne savent rien faire, sinon en leur marché, les princes contrefaire, et se vêtir comme eux d'un pompeux appareil. » Dans ces vers, il qualifie par une sorte donc de périphrase ces courtisans qu'ils considèrent comme de vieux singes de cour, qu'ils ne font que singer, autrement dit, reprendre par des sortes de mimiques la façon de marcher, la façon de parler des princes, et qui font tout pour plaire à ces princes-là, jusqu'à se vêtir comme eux. Alors lorsqu'il parle de pompe à appareil, il renvoie à la mode de l'époque, où les hommes avaient l'habitude de porter des habits assez amples, assez gonflés, et qui leur donnaient cette apparence d'appareil. Appareil qui renvoie ici à tout simplement habillement, mais habillement grotesque des courtisans qui imitent les princes dans leur façon de s'habiller. Alors, vous avez donc suivi avec moi une révision sur la poésie de la Renaissance. Cette révision donc, vous a permis d'avoir de nouvelles connaissances. Vous avez aussi certainement consolidé des connaissances déjà acquises en classe avec vos enseignants. Nous allons passer donc à l'évaluation de cette séquence. Avec notamment un QCM, autrement dit, question à choix multiples. Nous allons vérifier les connaissances acquises, les connaissances consolidées après donc, cette présentation de la poésie de la Renaissance. Donc 10 questions, 2 points par question. Vous pouvez faire ça en classe, en groupe, à la maison, avec vos parents. Voici les 10 questions, 2 points par question qui font 20 points. La question numéro 1 est la suivante. La Renaissance se situe A. Avant le Moyen-Âge. B. Fin 15e, 16e siècle. C. À partir du
XVIIe siècle. Vous avez 20 secondes rapidement pour donner la réponse. La Renaissance se situe ou c'est A, ou c'est B, ou c'est C. C'est à vous de choisir. La réponse, la voici, c'est la réponse B. Fin 15e, 16e siècle. Deuxième question. En 1539, l'ordonnance de Villers-Cotterêts proclame A. Le latin comme langue de la poésie, B. Le sonnet comme une forme fixe de la poésie, ou C. Le français comme langue officielle. Donc, lorsque, en 1539, le roi François Ier veut que la langue française soit la langue de l'administration, la langue du droit et la langue de la poésie, de la littérature, alors il va donc sortir cette ordonnance. Est-ce A, de faire de sorte que le latin soit la langue de la poésie, B, que le sonnet soit comme une forme fixe de la poésie, ou C, le français comme langue officielle? Vous avez épuisé certainement 20 secondes. Et voici la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la réponse C, le français comme langue officielle de l'administration, du droit et de la littérature. La question 3, la voici. Alors, lequel de ces trois énoncés caractérise la Renaissance? A, la promotion d'une poésie en latin. B, l'imitation des anciens auteurs. C, la production de romans et de nouvelles. Vous avez donc 20 secondes pour répondre à cette troisième question. Ou c'est A, ou c'est B, ou c'est C. Vous avez 20 secondes pour répondre à cette troisième question. Certainement, vous avez la réponse très rapidement. Et la bonne réponse, la voici, c'est la réponse B. C'est l'imitation des anciens auteurs. Alors, on passe à la question 4. La question 4, j'en ai parlé aussi. Défense et illustration de la langue française est sortie en 1549. Son auteur est Joachim du Bellay. Alors, ce grand livre est-il une lettre de protestation? A. B. Un recueil de poésie. C. Un manifeste littéraire. Vous avez certainement la bonne réponse si vous avez bien suivi donc cette séquence numéro 1 qui porte sur la poésie de la Renaissance. Mais oui, vous avez la bonne réponse certainement. La bonne réponse, c'est que c'est un manifeste littéraire. La question 5 maintenant. On avance un peu. La question 5. Alors, comment Joachim du Bellay compte-t-il enrichir la langue française? Par l'emploi de mots tirés du grec et du latin? A. Par des figures de style et de sonorité? B. Ou bien, tout simplement, par l'emploi de néologismes, de dialectes provinciaux, de termes techniques? Vous avez certainement la bonne réponse. Quand du Bellay veut enrichir la langue française, c'est la réponse C. Autrement dit, par l'emploi de néologismes, de dialectes provinciaux, de termes techniques. Sixième question. Alors, quelle définition correspond au sonnet? J'en ai parlé dans la présentation de cette séquence sur la poésie de la Renaissance. Lorsque vous êtes en face d'un poème et qu'on vous demande très souvent quelle est la forme poétique, comment appelle-t-on ce genre poétique? Pensez au sonnet. Alors, un sonnet. Est-ce un poème en décasyllabes ou en alexandrin, comprenant 14 vers, 2 quatrains et 2 tercets? Réponse A. B. Est-ce un poème composé de quatrains à rimes croisées avec des refrains? Réponse B. Est-ce un poème à forme fixe de 13 vers qui sont ordonnés en 3 strophes ponctuées d'un refrain? Vous avez certainement la bonne réponse. En face d'un texte qui est un sonnet, on a ce qu'on appelle les marques du sonnet. C'est une forme fixe. La réponse, et la bonne réponse, c'est la réponse A. Autrement dit, un poème en décasyllabes ou en alexandrin qui comprend 14 vers, qui sont organisés en 4 strophes, dont 2 quatrains et 2 tercets. La réponse, donc, est donnée. La question 7. Alors, j'ai parlé de l'élégie dans mon discours. Alors, est-ce un poème formé de strophes égales, terminé par un refrain
et d'un couplet final plus court appelé envoi, l'élégie. Est-ce un poème lyrique qui chante les plaintes, les douleurs, les amours contrariés, la séparation, la mort? Réponse B. Est-ce un chant ou poème lyrique célébrant une personne, un sentiment, un événement, une chose? Donc vous avez 3 réponses. Quelle est la bonne réponse? Vous avez 20 secondes pour répondre. Lisez très bien. Entre la réponse A, B et C, quelle est la bonne définition de l'élégie? Vous l'avez certainement aussi. Si vous avez bien suivi donc cette présentation, la réponse, c'est la réponse B. Alors, le poème lyrique qui chante les plaintes, les douleurs, les amours contrariés, la séparation, la mort. Question 8. Comment Pétrarque a-t-il influencé les poètes comme Louise Labbé et Pierre de Ronsard? En leur inspirant une poésie descriptive, en leur inspirant une poésie engagée, en leur inspirant une poésie amoureuse. Vous avez certainement la bonne réponse parce que nous avons parlé de Pétrarque tout le long de la présentation de cette séquence. Mais oui, vous avez raison. La réponse, c'est la réponse C. Pétrarque a inspiré le thème de l'amour. Et les poètes de la Renaissance ont développé cette poésie amoureuse. Alors, qui, Joachim du Bellay, considère-t-il comme un bon poète? Qui qualifie-t-il de bon poète? A. Le poète qui donne de l'émotion à ses lecteurs. B. Le poète qui rejette l'engagement politique. C. Le poète qui amuse ses lecteurs. Alors, parmi ces 3 poètes, qui du Bellay considère-t-il comme le bon poète? Vous l'avez certainement. La réponse, c'est la réponse A. C'est le poète qui donne de l'émotion à ses lecteurs. Alors, question numéro 10 pour terminer. Alors, chez Pierre de Ronsard, l'épicurisme, le carpe diem, cueille le jour, soit le moins soucieux possible de l'avenir, consiste à, réponse A, se tourner vers le futur pour des projets. B, se rappeler les bons moments du passé. C, profiter du temps présent. On vous a donné la réponse pour terminer et vous aider un peu, mais c'est profiter du temps présent sans soucier de l'avenir, de carpe diem. Donc, sur 10 questions à 2 points, vous savez combien vous avez comme note. Nous vous remercions d'avoir suivi donc cette séquence qui porte sur la poésie de la Renaissance et qui va certainement vous servir dans vos dissertations et dans vos commentaires de texte. Merci beaucoup.